Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau télé. Nous sommes Maëlie, Emma et Agathe, élèves de la MFR de Bernay en première bac pro SAPAT. À ce jour, jeudi 18 juin, nous avons l'honneur de vous présenter nos projets réalisés sur différents thèmes grâce à Reporter Normandie Jeune. Pour cela, nous aurons deux parties. Dans un premier temps, nous vous parlerons de la vie en MFR, puis dans un second temps, nous aborderons notre vie en tant que citoyens. Pour ce faire, je vais laisser Maëlie et Emma prendre la parole pour vous présenter ces deux grandes parties avec tous les sujets et thèmes abordés. Je te remercie. Je prends donc le relais pour vous parler de la première partie qui concernera la vie en MFR. Pour bien commencer, nous aurons l'immense joie d'accueillir Oline, Evan et Lia sur le plateau pour nous présenter le café littéraire. Ensuite, nous visionnerons une vidéo de Lily, Marine, Lali et Lilou qui nous présenteront le fonctionnement de l'internat, suivi d'Oline, Manon et Lia que nous accueillerons en plateau pour nous parler du bac pro SAPAT. Puis nous enchaînerons avec une vidéo de Molly, Colline et Roselyne concernant le dispositif ODM. Pour conclure cette première partie, nous terminerons avec Emma, Anaïs, Alicia, Manon et Coralie sur le thème d'Erasmus, qui pourront nous en parler en direct. Et toi Emma, quel est le sommaire de la deuxième partie ? Pour cette deuxième partie, nous parlerons de notre vie en tant que citoyen. Tout d'abord, nous recevrons Emma, Rihanna, Jaya et Agathe sur le plateau qui aborderont le sujet de la maltraitance animale. Pour continuer, nous aurons le plaisir d'écouter l'interview d'Evan, Mélinda, Lohan et Nathan sur la maltraitance en EHPAD. Et afin de clôturer ce plateau, Camille, Orlan, Marion et Emma viendront nous partager leur interview et leurs vidéos sur l'utilisation de ChatGPT pour les devoirs. Merci beaucoup les filles pour cette présentation du sommaire de l'émission. Et maintenant, comme l'a annoncé Maëlie, nous retrouvons sur le plateau Oline, Lia et Evan qui vont pouvoir nous parler de ce fameux café littéraire. Bonjour, nous allons vous présenter notre café littéraire qui s'est déroulé le 17 mars 2026 de 9 h à 17 h à la MFR de Bernay. Ce projet a pour objectif sensibiliser à la lecture et l'écriture. Pour cela, nous avons invité environ 13 auteurs-autrices de territoire Normandie qui ont présenté leurs livres. Ce sont des livres de types différents, romans, amour, historiques, policiers et livres jeunesse. Cette journée est ouverte à tout le monde et aux élèves de la MFR. 4e et 2e bac pro, nous avons des visites extérieures. Oui, nous allons aller à la rencontre tout de suite de Madame Eltadjouri. Reportage. Alors, voilà, ça fait plusieurs années qu'on organise à la maison familiale un moment de rencontre entre des auteurs du territoire, des auteurs normands et les élèves. Moi, je suis formatrice en français et en histoire géo depuis 24 ans et je considère que ce qui peut sauver un jeune, c'est savoir écrire correctement et savoir lire. Et c'est difficile, souvent les élèves de formation professionnelle, ils n'aiment pas trop lire, ils ont de la difficulté avec la lecture. Et donc, moi, mon projet, mon grand projet depuis toujours, c'est que les jeunes découvrent et aiment la littérature, parce que je pense qu'il y a vraiment une chose qui peut sauver les gens, c'est la littérature. D'accord. Cette passion de lire chez vous, du coup, elle vient d'où ? Eh ben, alors moi, elle est venue tardivement parce que quand j'étais jeune, je ne lisais pas. Pourtant, je suis issue d'une famille, mes parents lisaient beaucoup, mais moi, je ne lisais pas et j'ai commencé à lire quand je suis arrivée en classe de première parce que j'avais pas le choix. Je passais le bac français et je suis tombée sur une enseignante qui m'a fait découvrir la littérature et notamment un auteur normand, Maupassant. À cette époque-là, je vivais dans les Hauts-de-France, donc je ne connaissais pas bien Maupassant, mais j'ai découvert Maupassant et à partir du moment où j'ai commencé à lire Maupassant, je n'ai plus jamais arrêté de lire des livres. Je lis environ 3-4 livres par mois. Pendant les vacances, je peux lire un livre par jour. Et je lis beaucoup et dans plein moments de ma vie, ça m'a fait grandir, ça m'a fait découvrir des choses, rencontrer des gens. Et donc vraiment, la lecture, c'est quelque chose de formidable en fait, je trouve. Donc ce café littéraire, c'est un peu, du coup, votre façon de partager cette passion qui... Exactement, ouais, c'est partager une passion. Et puis, il y a plein d'élèves qui disent « Ah, mais moi, j'aime pas lire. Ah, je sais pas quoi lire. » Et ben là, c'est la possibilité de rencontrer des gens qui écrivent des livres simples, des livres qui racontent la vie de tous les jours. On a des collègues aussi qui écrivent. Hein. Là, vous avez Madame Saïdou Demba qui est aussi passionnée d'écriture. C'est aussi pour ça qu'elle et moi, on s'entend aussi bien. C'est qu'on aime la littérature toutes les deux, donc on a échangé sur des livres. Et puis, elle écrit, voilà. Et puis, je pense que j'ai transmis le virus à ma fille parce que ma fille écrit aussi.
Et cette passion, de lire, du coup, elle vous a jamais donné envie d'écrire? Alors non, moi j'ai pas envie d'écrire parce que j'ai pas le talent nécessaire, mais vraiment cette, cette passion, ce serait que la transmettre à tous les adolescents. Que vraiment au moins un livre dans votre vie vous ait plu et vous ait en quelque sorte un petit peu transformé. Pour conclure, du coup, la question que je pose un peu à tout le monde. Pour vous, un bon livre, ça doit être fait comment et composé de quoi, généralement? Alors ta question, elle est excellente. C'est quoi un bon livre? Eh ben en fait, c'est comme un bon vin. Ça dépend du moment, ça dépend des gens qui vous l'ont fait découvrir, ça dépend avec qui vous allez le partager, ça dépend avec qui vous allez en parler. Il y a des tas de livres qui, au départ, je les aurais pas lus parce que voilà, la couverture me plaisait pas, l'histoire me plaisait pas, et puis finalement, en discuter avec d'autres qui me les ont recommandés, eh bien, c'est ça qui m'a donné envie de les lire. Donc vraiment, un bon livre, bah, il n'y a pas de bon livre ou de mauvais livre, il y a des bons instants pour lire les livres et des gens bien avec qui les partager. Ah bah, je vous remercie beaucoup, du coup, d'avoir Avec répondu. plaisir. Bien oui, les élèves ont participé activement à l'organisation. Nous avons interviewé Agathe et Colline. Reportage. On va se retrouver ici pour une interview pour le café littéraire. Donc, j'ai posé des questions à des élèves qui ont organisé l'événement. Alors, je m'appelle Colline, je suis élève à la MFR en première SAPAT. Et moi, du coup, c'est Agathe, et bah pareil, élève en première SAPAT. Donc, du coup, si je vous ai demandé de venir, c'est pour vous poser 3 questions par rapport à l'organisation du café littéraire. Comment ça se passe pour l'instant, vu qu'on vient d'ouvrir. Et du coup, vous poser 3 questions par rapport à ce sujet-là. Du coup, pour commencer, pour organiser, ça vous a pris à peu près combien de temps, du coup, à faire tout ça? Alors pour tout organiser, ça nous prend plusieurs mois parce qu'on a eu les affiches, les contacts au niveau des auteurs, tout ça. Après là, pour vraiment faire toutes les pièces et mettre en place les tables, tout ça, ça nous a pris 2 jours. On s'y est mis hier et on a terminé ce matin. Ok. Au niveau du temps, du coup, vous pensez avoir eu assez de temps pour te préparer ou ça a été un peu la course? Bah, ça a été un peu la course à la dernière minute, mais pour préparer les affiches et tout, bah, je pense qu'on a eu assez de temps. Mais pour préparer les salles et tout, je pense qu'on a eu... c'était un peu... Heureusement qu'on était Sure. beaucoup. Oui, heureusement qu'on était beaucoup. Et du coup, au niveau tout ce qui est discussion par rapport au café littéraire, l'organisation, c'était pas compliqué à s'organiser avec les élèves ou c'était un peu... Au niveau de discussion, c'était pas trop compliqué parce qu'on faisait ça pendant nos cours. On avait exprès des temps pour le café littéraire, puis on avait Madame El Tadjouri, notre professeur qui nous accompagnait. Donc en soi, au niveau des discussions, ça allait. Puis après, chacun se répartissait des tâches. Donc en fait, ça faisait des petits groupes de discussion. Donc tout le monde pouvait parler et ouais, il n'y a pas eu de souci au niveau de la communication. Du coup, ce matin, les auteurs, ils sont tous arrivés. Vous avez pas eu d'appréhension par rapport à ça? Si c'était compliqué parce qu'un auteur aurait pu être un peu de mauvaise humeur ou... Imaginons qu'un auteur ne se soit pas pointé, du coup. Pour l'instant, je crois qu'ils sont pas tous arrivés. Il y en a qui sont un peu en retard. Après, ça fait partie du jeu quand on invite des personnes forcément qui aura du retard. Mais après, pour l'installation, ça a été. Les élèves, on les a accompagnés un par un. Et les auteurs, pour l'instant, ils ont l'air ravis d'être là. Mais après, on attend toujours les retardataires et on verra bien s'ils viennent ou pas. Au niveau des visites, du coup, vous pensez avoir du monde ou pas? Bah, on espère. Après, là, on a pas beaucoup de monde, de visiteurs extérieurs. Après, on n'est que le matin, donc on espère cet après-midi que oui, il y a du monde extérieur. Je sais qu'il y a l'EHPAD, qui va venir. Donc voilà. Ok. Du coup, au niveau des invitations, vous avez été faire des prospectus un peu partout. Vous avez fait de la pub pour le café littéraire? Oui, c'est ça. Pour expliquer en bref, on a fait des affiches, on en a voté pour une et après toute la classe s'est mis d'accord, on a tout arrangé, on a mis les infos qu'on voulait mettre dedans, puis après chaque élève en fait ils ont eu des affiches et des prospectus pour distribuer un peu partout dans leur ville, tout ça. On a aussi communiqué sur des réseaux un peu partout, du bouche à oreille aussi, c'est ça qui fonctionne beaucoup. Voilà. Ok. Du coup, pour conclure, vous la sentez comment la journée là?
Moi personnellement j'ai beaucoup d'appréhension. Pour l'instant ça a l'air bien. Après on s'est tous bien organisés. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il y a toujours cette peur que ça plaise pas aux gens ou qu'il n'y ait pas assez de personnes. Mais pour l'instant ça va. Après on n'est que au tout début de la journée. Mais pour l'instant c'est un bon début. Et du coup, Colline, quelque chose à rajouter par rapport à ça ou... Ah non, moi je suis complètement d'accord avec Agathe. D'accord, je vous remercie du coup d'avoir donné de votre temps. Merci à vous. Nous avions 13 auteurs pour cet événement. Nous avons été à la rencontre de David Artero. Reportage. David Artero. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, David, depuis combien de temps vous écrivez et pourquoi vous commencez à écrire? Alors ça fait 17 ans que j'écris maintenant et pourquoi je me suis mis à écrire par hasard, par amour des films d'horreur, des livres fantastiques. Je voulais savoir si j'étais capable d'écrire et mes premiers écrits étaient dans ce genre-là et ça m'a plu et j'ai jamais quitté depuis. Pour savoir, du coup, vous vivez du livre ou vous avez un travail à côté pour subvenir à vos besoins? Alors je ne vis absolument pas de mes écrits, hein. C'est vraiment quelque chose que je fais par passion. J'ai un vrai métier à côté et l'écriture c'est juste une passion, donc c'est un complément. Mais je ne vis pas à cause ou grâce à mes écrits. Pourquoi avoir commencé à écrire à côté de votre travail? Parce que ça peut prendre un peu de temps d'écrire un livre, du coup trouver une maison d'édition pour du coup le publier, et ensuite le mettre en vente, gérer toutes ces paperasses et un peu ce bazar du coup qui est de publier un livre. Ouais, c'est assez bien résumé. Pourquoi? Alors je me souviens plus du coup du début de la question. Pourquoi avoir du coup vous êtes lancé dans cette aventure du coup d'écrire des livres? Par défi. En fait, je voulais savoir si j'étais capable d'écrire une histoire et que ça plaise à des lecteurs. Comme moi, j'avais beaucoup de plaisir à lire ce genre d'écrits. Donc c'est vraiment par défi personnel. Et une fois que j'ai distribué mon texte, j'ai vu que ça plaisait. Et comme moi, ça me plaisait d'écrire, j'ai continué et j'ai fait une quinzaine d'ouvrages depuis. Et c'est quoi votre objectif du coup à écrire tous ces livres? Alors le premier objectif, c'est me faire plaisir et ensuite faire plaisir aux lecteurs qui aiment ça. C'est absolument pas de gagner d'argent, hein, parce que sinon c'est compliqué de vivre de ces écrits. Donc vraiment c'est par passion et pour partager cette passion. D'accord. Pourquoi le choix de l'horreur, du fantastique et de l'épouvante dans vos livres? Parce que ado, j'adorais ça, et j'adore d'ailleurs toujours ça, hein, tout ce qui est horreur, fantastique. Et donc écrire dans ce genre-là, c'est quelque chose qui me plaisait. Et puis j'adore pas souffrir, mais j'adore faire frémir et frissonner mon lecteur. Donc un grand fan de Chair de Poule, je suppose. Plus jeune, oui, Chair de Poule. Et puis tout ce qui est Stephen King, Lovecraft, tous ces univers-là. Et Scooby-Doo, mais bon. Donc pour conclure, du coup, la question que je poserai à peu près à tout le monde. Pour vous, un bon livre, de quoi c'est composé? Comment faire un bon livre? Alors, j'ai pas la recette miracle pour faire un bon livre. Je pense que ce qui fait un bon livre, c'est le ressenti du lecteur. C'est vraiment lui qui va déterminer que le livre est bon parce que ça le touche, parce qu'il ressent quelque chose. La première chose, c'est vraiment avoir du plaisir à écrire son texte. Et après, si son texte procure un sentiment, un ressenti fort chez le lecteur, là, c'est magnifique. Mais j'ai pas vraiment de recette miracle. Si je le savais, je serais pas là. Mais non, voilà. Pas de recette. Je vous remercie du coup d'avoir répondu à mes questions. Bon courage et bonne journée. En espérant que vous appréciez du coup le café littéraire de la MFR de Bernay. Merci. Nous avons fait un bilan avec les élèves de seconde et de première. Reportage. Bonjour, je m'appelle Rihanna et aujourd'hui maintenant on va faire un bilan sur le café littéraire. Alors vous avez bien aimé? Oui, moi j'ai bien aimé. On a appris plein de choses, on a découvert plein d'auteurs qu'on connaissait pas, donc ouais, j'ai bien aimé. Et toi? C'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses, oui. Et enfin voilà, il y a des livres faits pour des enfants qui ont des difficultés, et je trouve ça très bien. D'accord. Et vous avez pris des livres. Quel livre vous a plus aimé ce qu'on vous a présenté? Moi j'ai aimé beaucoup de livres. Il y a des livres, des romans que j'ai bien aimés.
Mais après, je regarderai sur leur site si jamais je les achète. Ok, et toi? Il y a beaucoup de romances qui sont bien. Il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Et puis, ce qui est bien, c'est que les personnes ne sont pas connues. Donc, on apprend des livres qu'on ne connaît pas, en fait. D'accord, bah merci beaucoup les filles. Et pour finir, le retour d'une de nos formatrices, Madame Guy Miranda. Reportage. Donc maintenant, pour les interviews, on va continuer avec Madame Guy Miranda, du coup notre référente de classe. Donc première question pour commencer. Voir le café littéraire, du coup, s'organiser, en train de se passer comme ça, ou ça a l'air de se passer plutôt bien, ça vous fait quoi, du coup? Eh ben, écoute, moi je trouve que, alors j'allais dire c'est une grande fierté, mais c'est une fierté surtout pour les jeunes, hein, pour vous, parce que c'est vous qui l'avez organisé, qui l'avez monté de A à Z grâce à l'aide surtout de Madame El Tadjouri. Et puis on voit quand même qu'il y a un bel accomplissement depuis que vous êtes arrivé en seconde sur la préparation de projet. Il y a quand même une amélioration qui est quand même assez impressionnante. Maintenant, on voit que c'est assez abouti ce que vous faites, c'est bien préparé, on voit que c'est bien organisé. Quand on arrive, on est tout de suite accueillis. Il y a un bel ordre de passage, et puis il y a du monde, il y a des auteurs, et puis il y a des gens autres que les élèves, hein. Il y a des gens extérieurs qui viennent découvrir aussi ce café littéraire et la MFR. Donc non, c'est franchement un beau travail, une belle réalisation de votre part, je trouve. Bon, merci. Niveau livre, du coup, vous lisez beaucoup ou c'est rare? Alors moi je lisais beaucoup, maintenant avec le travail je lis un petit peu moins, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'adore faire. J'ai une très très grande bibliothèque chez moi. Maintenant c'est vrai que avec beaucoup le rythme de travail etc, je suis sur les livres audio, c'est vrai. J'essaye de me réconcilier avec le format papier, mais pour l'instant je fais des livres audio pour pouvoir travailler en même temps que j'écoute des livres. Donc non, j'aime toujours lire, mais j'ai juste un petit peu moins de temps qu'avant. Ouais, du coup, le travail c'est compliqué. Du coup, pour conclure, pour vous, un bon livre, on y fait quoi dedans? On met quoi dans un bon livre, généralement? Pour moi, un bon livre, ça dépend des gens, en fait. Ça dépend du sujet qu'on souhaite aborder. Il peut y avoir des bons livres qui parlent juste de cuisine ou de potager, et des très bons livres avec des thrillers, avec ce moment où on a du suspense jusqu'au bout. Finalement, le bon livre, en fait, c'est celui dont on a besoin à un moment T. Je ne pense pas qu'il y a une bonne recette pour faire un livre, puisqu'il y a plein de publics différents aussi. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et toi Maëlie, tu en as pensé quoi? C'était génial. Et bien sûr, dans une MFR, il y a un internat. Et pour mieux comprendre ce sujet, nous allons accueillir les filles. Mais rien que pour vous, reportage. Bonjour, je me présente, je suis Angélique, la surveillante de nuit à la MFR de Bernay. Les filles de la classe de première ont des questions à me poser, donc je vais y répondre. Quelles sont les règles de vie à l'internat? Alors, déjà, il y a un règlement à l'internat de la MFR. Donc, ils ont des services qu'ils effectuent le matin, après le petit déjeuner. Il y a des heures de coucher le soir, 21h30. Ils ont leur téléphone aussi également jusqu'à 21h30. Après, on les récupère pour la nuit. Ils peuvent le récupérer le lendemain. Quel est le système des services? Alors, le système des services, le soir, j'ai des tableaux au premier étage où je mets les noms des filles pour leur attribuer une tâche. Donc, le matin, après le petit déjeuner, quand elles remontent, elles vérifient sur le tableau s'il y a leur nom. Donc, en général, ils ont le lavabo, le miroir, les douches, le balai dans les couloirs, dans les toilettes. Chaque tâche est attribuée à une fille et on tourne en général tout au long de la semaine. Sur quel support peut-on s'informer des règles? Dans le carnet. Aimerais-tu changer, améliorer ou apporter de nouvelles règles? Alors oui, effectivement, il y a des choses à améliorer et apporter certainement aussi des nouvelles règles. On a déjà évoqué ça, je pense qu'on va mettre ça en place à la rentrée de septembre. Il y aura des nouvelles choses, très certainement. Quelles sont tes autres missions en dehors de la surveillance en tant que surveillante? Alors en mission, déjà quand on arrive, en général on fait les études aux élèves. Ensuite, le soir il y a des veillées aussi également, donc on fait des animations, il y a plusieurs types de veillées quasiment tous les soirs. On arrive toujours à trouver soit des perles, soit on fait de la peinture, des dessins, du coloriage. On arrive toujours à trouver plusieurs sortes d'activités. Quel est ton emploi du temps? Alors, mon emploi du temps, j'arrive le soir à 17h45
et je repars le matin à 8h15. Quel est l'effectif de l'internat? Alors l'effectif, quand on est au total sur certaines sessions, au maximum on est 52. Et ce sont des chambres de 4 ou de 6 personnes. Merci pour ces questions les filles et bonne journée à vous. Merci beaucoup pour ce reportage. Maintenant, quelques questions. Lilou, à quelle heure rentrez-vous à l'internat le soir et à quelle heure ressortez-vous le matin? On rentre à l'internat le soir vers 20h et on ressort vers 7h30. Lily, quel est votre moment préféré à l'internat? Notre moment préféré à l'internat, c'est le soir avant de dormir où on raconte tous nos potins. Lali, selon toi, qu'est-ce qui est amélioré à l'internat? Alors pour moi, ce qui serait amélioré, ce serait déjà garder notre téléphone un peu plus tard parce qu'on manque un peu de temps pour prendre notre douche et préparer nos affaires le lendemain. Et ensuite, on aimerait se lever un peu plus tard, pareil parce qu'on a nos services le matin. Marine, avez-vous accès à l'internat dans la journée? Non, on n'a pas accès à l'internat la journée, à part exceptionnellement pour se laver après les cours de sport et le soir de 18h à 19h si on n'a pas cours. D'accord. On va vous remercier pour ces réponses et on va inviter les filles du bac pro Sapat à rentrer. Mais du coup, c'est quoi la filière? Ah bah justement, nous allons demander aux filles au plateau. Bonjour les filles et bonjour Monsieur Carpentier, vous avez la parole. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Monsieur Carpentier, formateur d'informatique, éducation sportive et biologie, pour vous parler du bac pro Sapat. Que signifie l'acronyme SAPAT? Alors SAPAT, ça veut dire Service aux personnes et animation dans les territoires. Quels sont les principaux publics accompagnés dans le cadre du bac pro Sapat? Le bac pro Sapat, il permet un accompagnement des tout jeunes enfants, à partir de la crèche, en gros, jusqu'à la personne âgée. Donc c'est vraiment tous les publics possibles et imaginables. Quel type de structure ou d'établissement accueillant les élèves en bac pro Sapat à la MFR? Alors en termes de type d'établissement, on peut retrouver des EHPAD, on peut retrouver des centres de loisirs, on peut retrouver des associations culturelles, sportives, pareil. À partir du moment où on accompagne du public, la structure est adaptée. Quel est le principe pédagogique de la MFR de Bernay? Alors les MFR, elles suivent un grand principe pédagogique qui s'appelle la pédagogie de l'alternance à visée intégrative. L'idée, c'est que les jeunes vivent des choses en stage et que ces choses vécues en stage permettent d'être réutilisées en cours et de mieux comprendre des notions théoriques qui sont parfois totalement abstraites pour vous. Quelles sont les matières principales enseignées en bac pro professionnel Sapat? Alors ça va être plutôt du côté professionnel, donc on va avoir les matières d'accompagnement avec les pratiques, donc par exemple les soins de la personne âgée, les soins de l'adulte, on va avoir aussi les soins de l'enfant, les soins à domicile, les services à domicile. Pour faire ça correctement, il faut avoir de la connaissance du public, donc ça aussi c'est un module. On peut avoir les cours d'animation en seconde qui permettent de savoir faire correctement les choses. Et puis après, on va avoir aussi des modules autour de l'économie sociale et familiale, par exemple. Quel métier ou quel secteur professionnel peut-on découvrir grâce au bac pro Sapat? Alors j'en dirais 3 grandes catégories. L'animation, avec tous les publics possibles. Le service d'aide à la personne, donc que ce soit de la personne âgée ou de la personne qui manque d'autonomie, telle que des personnes en situation de handicap, ou le public de l'enfance, avec des formations annexes derrière qui permettraient d'aller en crèche ou en maternité, etc. Quelles sont les principales qualités nécessaires pour exercer ces métiers? Je pense qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance et il faut être patient, à l'écoute, et puis il faut avoir envie d'être présent pour les autres et d'aider les autres en fait. Combien dure la formation à la MFR pour obtenir le bac pro Sapat? C'est une formation qui dure 3 ans avec une première année en seconde qui est un peu plus générale, et à partir de la première, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec des formations vraiment précises dans le domaine du service à la personne. Combien y a-t-il environ de MFR en Normandie? En Normandie, on a actuellement 35, répartis dans les 5 départements de manière plus ou moins équitable. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule une journée type pour les bacs pro Sapat? Alors la journée type, donc ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a l'internat d'abord, donc il se lève, etc. Mais on arrive en cours à 8h jusqu'à midi, voilà, avec des pauses. Ensuite, on a derrière les cours de l'après-midi, de 13h40 à 18h,
Et puis enfin, 1 heure d'études et une veillée possible. Donc c'est des journées qui sont intenses, mais qui permettent de voir beaucoup de choses et d'être un futur bon professionnel. Merci. Et pour finir, M. Carpentier, avez-vous quelque chose à rajouter pour les personnes qui nous regardent? Et juste rajouter que les formations qui sont dispensées par les MFR, quelles qu'elles soient, sont une réelle opportunité pour les jeunes de découvrir le monde professionnel, de se développer en termes de compétences et d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, parce que c'est vraiment de l'accompagnement plutôt individuel et qui permet de prendre en compte ce qui est fait en stage et c'est pas l'un et l'autre de chaque côté. Merci. Eh bien, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci, Monsieur Carpentier. Et maintenant, je vais donc inviter les filles qui nous parleront du dispositif ODM. Tu connais ? Évidemment que je connais. Je pourrais vous en parler un peu plus, mais pour ça, je vais donner la parole à Colline. Alors oui, Maëlie, aujourd'hui nous allons parler de la classe ODM. Pour apprendre davantage sur ce dispositif, nous avons interrogé plusieurs élèves ODM ainsi que leurs formateurs. Nous avons choisi de leur interviewer car nous trouvons très intéressant ce que la MFR met en place pour les jeunes qui sont perdus dans leurs études ou qui ne savent pas encore quelle orientation choisir. Grâce à ce dispositif, ils peuvent reprendre confiance en eux, découvrir différents métiers et construire progressivement leur projet d'avenir. À travers ces témoignages, nous souhaitons mieux comprendre le fonctionnement de la classe ODM et mettre en lumière les opportunités qu'elle offre aux élèves. Reportage. Aujourd'hui, nous sommes avec Rodolphe et Barbara. Nous allons les interroger pour savoir c'est quoi ce dispositif. Bonjour. 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 Présentez-vous en quelques mots. Bonjour, moi je suis Barbara, je suis formatrice sur le dispositif ODM, Ouverture et Découverte des métiers. Bonjour, donc moi c'est Rodolphe Lumercher. À la MFR, je suis directeur adjoint et formateur. Et une grande partie de mon temps de formateur est sur la coordination du dispositif ODM. Et donc, je travaille avec Barbara. Que veut dire ODM ? Ouverture et découverte des métiers. Comment est financé ce dispositif ? Alors, ce dispositif, il est arrivé à la MFR il y a un peu plus d'1 an parce que nous avons répondu à un appel à projet qui venait de la DRET, donc la Direction régionale de l'emploi, des solidarités et du travail. Et nous avons obtenu cet appel à projet, donc il est entièrement financé par le ministère du Travail, donc par l'État. C'est un dispositif qui est financé pour la MFR. Nous avons la possibilité et le financement pour accompagner chaque année 30 jeunes chaque année sur ce dispositif. Et ce dispositif finance également la présence des jeunes. Ils ont le droit à une petite allocation chaque mois de présence à la MFR. Pourquoi vous avez créé ce dispositif ? Alors, nous avons constaté que sur le territoire, il y avait énormément de jeunes qui se retrouvaient après 16 ans sans formation, sans scolarité, sans projet. Et avec Barbara, on a eu envie de pouvoir continuer à les accompagner et de leur proposer tout un tas de choses dans ce domaine. Question d'après. Pour intégrer le dispositif ODM. Donc pour intégrer le dispositif ODM, il faut avoir plus de 16 ans, moins de 25 ans et être sans activité depuis plus de 5 mois. On vous remercie pour avoir répondu à ces questions. Merci. Bonjour, c'est Léo, j'ai 18 ans et je suis originaire de Tiberville. Bonjour, c'est Nicolas, je suis originaire de Fontaine-à-Loué, j'ai 24 ans. Bonjour, je m'appelle Esmeralda, j'ai 19 ans, je viens en Albanie, Tirana, j'habite à Conches. Bonjour, c'est Enzo, j'ai 16 ans et j'habite à Montreuil-l'Argile. Comment avez-vous trouvé le dispositif ODM ? J'ai entendu parler de ce dispositif, j'étais en train de me balader avec mes amis dans Tiberville, j'ai croisé Rodolphe sur une place, il m'en a parlé. Je suis venu 2-3 jours après m'inscrire avec mes parents. D'accord, merci. Pourriez-vous m'expliquer c'est quoi le dispositif ODM ? Le dispositif ODM, c'est on fait des stages et on apprend à trouver un métier, notre avenir. D'accord, merci. Ouais. Vous avez dit que vous venez d'Albanie et que vous apprenez le français. C'est pas trop dur pour vous ? Oui, c'est compliqué pour moi parce que j'apprends le français, mais être avec les gens et aller en stage, ça m'aide à bien parler. D'accord, merci. Vous, avant d'arriver dans le dispositif ODM ? J'étais à Clément Aguirre, le lycée à Bernay. J'étais en bac pro chaudronnerie et ça m'a pas plu, j'ai arrêté.
D'accord. Et maintenant que vous êtes dans le dispositif ODM, que faites-vous? Je fais des stages. Par exemple, j'ai découvert un métier, l'espace vert, et ça m'a plu. D'accord, merci. Et après cette merveilleuse découverte, tu connais Erasmus+, toi? Oui. Tu pars, je crois. Oui, moi je pars en Irlande, mais je vais laisser les filles en parler plus précisément et pour ça je laisse la parole à Coralie. Bonjour. On va commencer par se présenter. Commençons par Loane. Bonjour, je m'appelle Loane, j'ai 17 ans, je suis en première bac pro Sapat à la MFR de Bernay et je pars en Belgique. Bonjour, moi c'est Anaïs, j'ai 17 ans et je suis en première bac pro Sapat. Bonjour, moi c'est Camille, j'ai 17 ans, je suis également en première bac pro Sapat à la MFR de Bernay et je pars en Irlande. Anaïs, peux-tu nous expliquer le dispositif Erasmus? Oui, Erasmus c'est un dispositif qui permet de partir en stage dans un pays européen, financé en partie par l'Union européenne, la région Normandie, la DRAF et les familles. Nous, à la MFR de Bernay, on part 5 semaines. 3 pays au choix sont proposés, la Belgique, l'Espagne et l'Irlande. Camille, pourquoi as-tu choisi de participer au programme Erasmus? Alors j'ai choisi de participer à ce programme parce que je trouve que c'est un projet excellent, niveau personnel comme professionnel, découvrir une nouvelle culture, de nouveaux paysages, une autre façon de vivre, mais j'aimerais aussi approfondir mes compétences professionnelles et approfondir ma langue. Loane, comment as-tu connu ce programme Erasmus+? J'ai connu le programme Erasmus+, grâce au formateur de la MFR de Bernay, plus précisément par Madame Mérimée, qui est notre référente mobilité et qui nous a incités et du coup, voilà. Anaïs, dans quel pays veux-tu partir? Je pars en Espagne pour enrichir ma langue, découvrir le pays et découvrir les structures en Espagne. Camille, as-tu préparé quelque chose pour pouvoir être intégré à ce programme? Alors oui, chaque élève a dû passer un entretien de motivation. Lors de cet entretien, nous avons dû préparer un CV, une lettre de motivation et également un diaporama sur lequel il fallait présenter le pays, les cultures, mais aussi présenter notre projet professionnel et de se présenter nous-mêmes en anglais. Loane, combien de temps va durer votre séjour? On part 5 semaines du 9 novembre au 11 décembre 2026. Anaïs, penses-tu que cette expérience va te changer et comment tu penses que ça va te changer? Oui, ça va me changer car je vais être loin de ma famille, du coup être plus autonome, plus responsable, avoir plus confiance en moi et être plus professionnelle. Et je vais aussi découvrir le fonctionnement des structures en Espagne. Camille, es-tu à l'aise avec la langue de ton pays choisi? Alors j'ai un petit peu de mal avec la langue anglaise, mais ça ne me pose aucun problème. Je sais m'adapter très facilement. Peu importe le public et peu importe la situation, je me fais confiance. Loane, dans quelle structure veux-tu être? Je souhaiterais aller dans une structure petite enfance car c'est mon futur projet professionnel. Et Anaïs, as-tu déjà voyagé en dehors de la France? Oui, avec la MFR. On est parti en Belgique pour un voyage études. Merci les filles d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup les filles. Et comme je l'ai dit, en tant que citoyen, plusieurs sujets nous touchent, notamment la maltraitance animale. C'est pourquoi j'invite les filles sur le plateau. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Rihanna et de Emma. Nous allons vous parler de la maltraitance animale. Chaque année, de nombreux animaux sont victimes de violences, d'abandon ou de négligence. À travers cette interview, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la maltraitance animale, quelles en sont les conséquences et comment pouvons-nous agir pour protéger les animaux. Avant de poser quelques questions, nous souhaitons vous présenter un reportage qui va parler de la maltraitance animale. Reportage.
nous avons souhaité vous présenter ce reportage pour faire passer un message plus fort. Maintenant, passons aux questions. Et pour cela, nous avons invité sur le plateau Agathe et Jaya. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? On va vous poser quelques questions. Jaya, qu'est-ce qu'est la maltraitance animale? Alors la maltraitance animale correspond à tous les actes qui font souffrir un animal volontairement ou par négligence. Agathe, peux-tu me donner quelques exemples de maltraitance animale? Quand un animal subit de la maltraitance, on parle de coups, de manque de nourriture, de manque de soins ou encore de laisser l'animal dans de mauvaises conditions de vie. On pense que la maltraitance, ce n'est que la violence, mais c'est aussi quand on abandonne l'animal. Pourquoi c'est un problème important? La maltraitance animale est un problème important car les animaux sont sensibles et ils ressentent la douleur alors qu'ils ne peuvent pas la montrer. Agathe, comment pourrait-on lutter contre la maltraitance animale? Nous pouvons lutter contre la maltraitance animale en signalant les cas de maltraitance, en adoptant de manière responsable et en sensibilisant les autres au respect des animaux. Que risque une personne qui maltraite un animal? Cette personne peut encourir de 3 ans de prison et d'une peine de 45 000 €. Agathe, quels animaux sont les plus touchés par la maltraitance animale? Les chiens, les chats, les chevaux et les animaux d'élevage sont parmi les animaux les plus touchés, mais tous les animaux peuvent être victimes de maltraitance. Jaya, existe-t-il des associations qui protègent les animaux? Alors oui, il existe de nombreuses associations qui viennent aux besoins des animaux maltraités et abandonnés. Les plus connues sont la SPA, la Tanière, Animalia et Animaux Secours. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Merci à vous les filles. Et nous espérons que notre message a bien été passé. Et n'oubliez jamais, les animaux sont des êtres sensibles qui doivent être protégés et respectés. Chacun de nous peut lutter contre la maltraitance animale. Merci. Merci beaucoup les filles, c'était un sujet fort. Nous allons vous parler d'un sujet qui tient très à cœur, la maltraitance en EHPAD. Pour cela, Evan, Mélinda, Nathan et Lohan nous ont préparé un reportage. Donc, reportage! Bonjour, aujourd'hui je vais interviewer Céline, aide-soignante faisant fonction d'animatrice en EHPAD. Bonjour Céline. Bonjour Evan. Première question Céline, qu'est-ce que la maltraitance en EHPAD? La maltraitance en EHPAD, aujourd'hui, c'est les personnes qui sont négligées un peu dans les services, dans les soins, mais aussi les habitants, des fois, sont énervés et ont des douleurs chroniques et ont aussi des gestes de maltraitance envers les soignants. Et du coup, la maltraitance aussi, c'est les paroles. On a aussi les familles qui, des fois, sont partie des personnes qui sont dans le jugement alors que chacun fait de son mieux pour tous, pour que ça se passe au mieux pour chacun. Deuxième question, quels sont les types de maltraitance les plus fréquentes? Maltraitance les plus fréquentes, c'est des fois on rattrape la personne par le poignet ou et du coup il marque vite, ça fait un hématome. Ou quelquefois, en poussant le fauteuil, le coude qui dépasse frotte sur un mur ou le coin d'une table. Et ça peut déchirer la peau, car ils ont la peau comme du papier de cigarette à leur âge. Donc, comment on reconnaît une personne maltraitée en EHPAD? Ils sont assez agressifs, ils veulent pas qu'on les touche. Ils ont un comportement différent d'habitude. Après, c'est pas toujours facile de s'en rendre compte parce que c'est les personnes qu'on s'y attend le moins qui en sont sujets. Et des fois, un changement de traitement, une nuit mal passée, on peut penser qu'il y a de la maltraitance et en fin de compte, c'est juste qu'il y a de la fatigue ou une mauvaise journée en fait. Pourquoi la maltraitance existe-t-elle en EHPAD? Moi je pense, et c'est seulement mon avis, que on essaye au mieux de pallier, mais les personnes soignantes sont toujours à courir partout parce qu'il y a des arrêts répétitifs, du personnel non remplacé, parce qu'à force, ils ont du mal à en trouver aussi. Et les 12 heures, moi je trouve que c'est long, d'arriver le matin à 7 heures pour lever la personne et de rester là jusqu'à 7 heures le soir pour le coucher. On passe la journée avec eux
Et quand ils sont dans la plainte toute la journée, je pense que certaines collègues, au bout de 3 jours de 12 heures, ont la fatigue aussi et négligent un petit peu les soins ou se sentent vite débordées, ce qui peut s'entendre, et oublient une personne qu'elle devait passer à 1 heure. En fin de compte, le temps passe vite quand on est occupé et on a un surcharge de travail. Donc je pense que on le fait contre notre volonté, mais ça arrive quand même. Quelles sont les conséquences pour les résidents? Ils ont l'impression de ne pas avoir leur avis à donner et donc du coup, ils se plaignent à leur famille qui, eux, interprètent, vraiment, noircissent le tableau et ça amplifie les problèmes, alors que ça pourrait être pallié autrement. En discutant avec l'habitant, la soignante peut toujours trouver à rediriger ses soins autrement pour pouvoir améliorer ses soins et la prise en charge de la personne. Comment signale-t-on une situation de maltraitance? Le mieux, c'est de prendre à part sa collègue et sur un temps qu'elle peut écouter et qu'elle a le temps d'écouter pour lui expliquer que ce qu'elle a fait, nous, en vue extérieure, c'était choquant et ça serait important que ça ne se reproduise pas. Après, si elle n'a pas envie de l'entendre et que pour elle, elle voit pas du tout le problème, d'en parler à nos supérieurs, donc la cadre de soins ou l'IDEC, avant que ça se reproduise et que ça dégénère. Comment les EHPAD luttent-ils contre la maltraitance aujourd'hui? On a beaucoup de formations comme Montessori qui nous apprennent aussi à maintenir l'autonomie des habitants pour que eux aussi participent à leur vie, que c'est pas parce qu'ils sont en EHPAD qu'on doit tout leur faire, qu'ils doivent avoir tout sous la main, qu'on est des humains aussi. Et on a la formation ASG, c'est assistante de soins en gérontologie, ce qui inclut plus à connaître la personne âgée et l'état de vieillissement. Que peuvent faire les jeunes pour aider les soignantes ou les résidents face à la maltraitance? Venir discuter avec les personnes âgées, leur faire sentir qu'ils existent. Ils ont besoin du monde extérieur vienne à eux parce que là, nous, on a eu une semaine de canicule et on n'a pas pu faire, on a été obligé d'annuler des sorties. Donc c'est vrai que les églises, on avait mis en place des sorties à la messe parce que beaucoup participent encore au culte religieux. Et en fait, ils voient de moins en moins de monde d'extérieur et il y en a beaucoup qu'on peut pas trop sortir parce qu'ils ont des pathologies assez compliquées, sans en plus en rajouter. Et donc du coup, de voir des jeunes qui viennent leur rendre visite, nous on a l'école des Roches qui vient régulièrement et ils font des ateliers ensemble et les personnes âgées, même si ne font pas beaucoup de choses, mais regardent plus, ils participent à l'activité, mais passive. Et en fait, ça leur apporte tellement de bien de se sentir exister. Comment promouvoir le respect des personnes âgées aujourd'hui? Le respect pour les personnes âgées, je pense que ça s'éduque par rapport aux parents, à l'école, et même pendant les stages, certains jeunes ont affaire à des personnes âgées. Selon vous, quel est votre plus grand défi pour éviter la maltraitance aujourd'hui? Alors pour éviter la maltraitance, je pense qu'il faudrait que les familles participent aux soins avec les soignants parce que ils sont aussi aidants. Alors j'entends bien que si les personnes sont encore en activité professionnelle, c'est pas facile, mais leur proposer au lieu de mettre la présence et leur demander de sortir 5 minutes parce qu'ils ont le change à faire de la personne, autant qu'ils leur proposent de aider à tourner la personne, accompagner dans le soin ou rester assis à côté puis continuer à discuter en tenant la main à la personne accompagnée parce que on est autant aidants l'un que l'autre, donc il faut qu'on marche dans le même chemin. Et je pense que derrière la porte, ils s'imaginent plus de choses négatives que quand ils sont présents dans la pièce avec la soignante et le soigné. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et vous souhaite une bonne journée. Un autre sujet important de nos jours, notamment pour les jeunes. Alors pour conclure, accueillons Camille, Emma, Orlan et Marion qui nous parleront de l'intelligence artificielle. Bonjour les filles. Reportage. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement à ChatGPT, une intelligence artificielle de plus en plus utilisée par les lycéens de nos jours pour les devoirs. Certains y voient d'une aide précieuse, d'autres craignent qu'il remplace la réflexion personnelle.
Pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de plusieurs jeunes âgés de 16 à 18 ans. Emma. Bonjour Camille. Alors, j'ai posé quelques questions. Première question, connais-tu ChatGPT? Alors oui, je connais ChatGPT, donc c'est une application, une IA qui aide les personnes quand ils leur posent des questions. Ils peuvent répondre à n'importe quoi. Elle en fait des recherches sur Internet. En quelques secondes, on a la réponse. L'utilises-tu pour tes devoirs? Je l'utilise pour mes devoirs quand j'ai des difficultés. Donc je lui pose la question et il m'aide à mieux comprendre. Et aussi pour mes petites affaires personnelles, recettes de gâteaux quand j'ai pas envie d'aller chercher sur Internet. Je pense que tout le monde l'a fait. Super, merci beaucoup. Merci. Nous retrouvons en direct Jaya pour quelques questions aussi. Jaya. Bonjour. J'ai posé quelques questions. Alors, première question, dans quelle matière utilises-tu ChatGPT? Dans quelle matière? Bah, surtout les matières où je suis en difficulté. Donc, je dirais les mathématiques et la physique-chimie. Merci. Est-ce qu'il t'aide mieux à comprendre les cours? Oui, ça m'aide parce que des fois c'est compliqué à comprendre seulement avec les cours. Donc, bah, quand je demande à ChatGPT, c'est plus facile. Merci beaucoup. Nous passons directement à Rihanna. Nous allons la rejoindre. Rihanna. Bonjour Camille. Je vais te poser quelques questions. Oui. As-tu déjà rendu un travail en t'aidant de ChatGPT? Oui, j'ai déjà rendu un travail avec ChatGPT. Penses-tu que certains élèves utilisent trop ChatGPT? Selon mon avis, oui. Car on s'aide beaucoup trop de ChatGPT au lieu de s'aider de notre intelligence. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Les réponses sont variées. C'est beaucoup de jeunes considèrent ChatGPT comme un outil pratique pour mieux comprendre certaines notions ou un gain de temps. Beaucoup de jeunes soulignent également l'importance de garder un esprit critique et de ne pas dépendre entièrement de l'intelligence artificielle. Nous retrouvons également Orlan et moi-même sur le plateau en direct. Bonjour les filles, je te donne la parole Orlan. Merci Maëlie. Bonjour Camille. Bonjour Orlan. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Je vais te poser quelques questions sur le sujet. Pas de souci. Pour commencer, ChatGPT est-il aujourd'hui trop utilisé par les élèves? Alors oui, tout à fait. Certains élèves l'utilisent beaucoup trop, jusqu'au point de même plus faire d'efforts, de faire des réflexions personnelles. Pourquoi les élèves préfèrent-ils utiliser ChatGPT pour faire leurs devoirs? Alors c'est très simple, parce que c'est rapide, c'est facile à utiliser, et ça peut aider à comprendre certaines choses, ou même à trouver des réponses très rapidement. Quels risques les enseignants craignent-ils pour le futur de leurs élèves? Alors les enseignants ils craignent que les élèves deviennent dépendants à ChatGPT et de plus de ne plus avoir de capacité de réfléchir d'eux-mêmes. Comment utiliser ChatGPT de manière responsable? Alors très bonne question. Pour utiliser ChatGPT de manière responsable, il faut vérifier les sources et les informations et surtout l'utiliser en tant qu'aide et non que ce soit lui qui fasse tout le travail tout seul. Et pour finir, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer le cerveau? Alors non, l'intelligence artificielle ne remplacera pas le cerveau humain. Elle peut aider à trouver des informations et répondre à des questions, mais elle n'a ni émotion, ni créativité, ni réflexion personnelle. Il est important de réfléchir par soi-même et d'utiliser l'IA comme un outil d'aide et non comme un remplacement de notre intelligence. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et toi Maëlie, utilises-tu ChatGPT? Oui, très souvent, surtout pour les maths. Et toi Emma? Ah oui, surtout pour les devoirs. Merci beaucoup les filles pour votre sujet qui était très intéressant et très important. Bien, mesdames, messieurs, voilà, notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Toute l'équipe de Reporters Normandie Jeunes vous souhaite une excellente journée et vous dit à très bientôt. Et justement, on vous donne rendez-vous en début d'année prochaine pour vous parler de nos discours et du concours d'éloquence. Au revoir. Au revoir.